Ce sont ces énormes têtes humaines sculptées qui peuvent peser jusqu'à 20 ou 25 tonnes. L'intelligence artificielle a analysé les têtes de moines découvertes dans les États mexicains et leur découverte a laissé le monde avec une impression à la fois étrange et terrifiante. Les côtes du golfe du Mexique abritent des statues datant de 1200 avant notre ère. Ces têtes colossales d'1 mètre de haut et de 8 tonnes, sculptées dans un seul bloc de basalte volcanique, présentent des nez et des visages étrangement similaires qui ont souvent suscité crainte et fascination chez les chercheurs, les archéologues et même les touristes visitant ce site historique. Cependant, à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, ce mystère semble enfin résolu. Maîtrise du thème. Les Olmés étaient une importante civilisation mésoaméricaine qui s'est développée le long des terres du Golfe d'Amérique du Nord. Leur langue, leur art et leurs systèmes sociaux ont façonné les premières conceptions de la vie organisée dans la région. Mais un élément en particulier continue de captiver l'attention aujourd'hui, les têtes colossales. Ces sculptures massives taillées dans des blocs de basalte représentent des visages humains au nez proéminent, aux lèvres charnues et aux yeux légèrement croisés. Largement considérées comme les représentations de personnalités importantes ayant jadis dirigé la société, les Olmés vivaient au cœur du golfe du Mexique, principalement dans les États de Veracruz et de Tabasco. Là, les communautés locales avaient bâti une civilisation complexe dotée d'une direction organisée, d'un travail structuré et de systèmes d'autorité clairement définis. Berceau de l'une des plus anciennes civilisations du monde, les sites archéologiques occupent une place de choix dans l'histoire de l'humanité. Cependant, aucun aspect de leur culture n'a suscité autant de débats que les têtes colossales dont la fonction et la signification demeurent difficiles à élucider. La première tête colossale connue a été découverte en 1862 par José María Melgari Serrano. À l'époque, cette découverte passa inaperçue hors du Mexique et tomba rapidement dans l'oubli. Tout changea en 1938 lorsque l'ethnologue américain Matthew Stirling entreprit des recherches systématiques sur les sociétés mésoaméricaines. Ses travaux ravivèrent l'intérêt pour les découvertes antérieures et menèrent à de nouvelles fouilles dans des régions où l'on pensait trouver des monuments similaires. Lors d'une fouille à la fin des années 1930, l'équipe de Stirling mit au jour une imposante tête de pierre pesant environ 20 tonnes. La sculpture présentait des traits humains distincts et semblait ressembler aux premiers habitants de la côte du Golfe. Cette découverte attira l'attention des médias, offrant à Stirling la visibilité nécessaire pour obtenir le temps et les financements nécessaires à la poursuite de ses recherches, plus au sud, le long de la côte mexicaine du Golfe, ce qui aboutit finalement à son partenariat avec National Geographic Channel. Lors de son expédition à Tracy Potes, Stirling mit au jour Stella C, un monument en basalte fracturé orné d'une sculpture méca distincte. Cette image, souvent décrite comme un jaguar stylisé ou un souverain assis sur un trône, amène Stirling et son équipe à reconsidérer l'âge de cette civilisation et à soupçonner que les têtes colossales étaient bien plus anciennes qu'on ne le pensait. Ces travaux ayant eu lieu dans les années 1930. La datation précise du basalte était impossible. La datation au carbone 14 n'ayant pas encore fait son apparition en archéologie. Les chercheurs se retrouvent ainsi sans moyen fiable de déterminer l'ancienneté de la pierre ni la date de sculpture des monuments. Encouragé par ses premières découvertes, Stirling entreprit de nouvelles fouilles avec une petite équipe comprenant son épouse Marion Stirling et l'archéologue Philip Ducker. Ces travaux permirent d'identifier et de documenter plusieurs autres têtes colossales, constituant ainsi les premiers témoignages de ce qui allait devenir 17 exemplaires connus, répartis le long de la côte du golfe de Tapotes à San Lorenzo, où 10 furent finalement mis au jour. Bien que les premières méthodes de datation se limitassent à la dendrochronologie et ne permirent pas de tirer de conclusions définitives, le repositionnement de ces têtes dans le contexte culturel plus large des Olmes contribuait à éclairer leur signification. La plupart des chercheurs ont interprété ces figures comme des représentations de personnages de haut rang tels que des souverains, des chefs militaires ou des autorités religieuses. Cette interprétation s'inscrit dans la longue tradition humaine d'ériger des monuments en l'honneur de personnalités influentes ou de chefs vénérés, étroitement liés à leur territoire et à leur culture. Au fil des années, grâce à l'amélioration des méthodes de recherche, les chercheurs ont acquis une vision plus précise des détails sculptés sur ces têtes colossales.
Les coiffes qui ressemblent fortement à des casques de protection renforcent l'idée que ces figurines revêtaient une grande importance au sein de la société des Meshach. Les chercheurs ont également noté que chaque tête présente des éléments de design distincts, probablement des emblèmes personnels plutôt que des symboles partagés. De plus, aucune figurine n'est identique à une autre. Les différences au niveau des traits du visage et des coiffes suggèrent que chaque sculpture représente un individu différent, probablement une personne de rang et d'influence variable au sein de cette civilisation. L'essor de l'archéologie numérique a profondément influencé l'étude de ces monuments. Les logiciels d'imagerie avancés ont permis aux chercheurs de déceler des marques de surface et des gravures fines invisibles à l'œil nu. L'intelligence artificielle a contribué à une analyse plus fine de ces détails, dépassant la simple interprétation visuelle et révélant des motifs longtemps restés inaperçus. Ces technologies ont soulevé plus de questions qu'elles n'ont apporté de réponses. Bien que la provenance du basalte fût déjà connue, l'analyse numérique ne permettait pas d'expliquer pourquoi les Mexes avaient transporté d'énormes pierres sur une distance de plus de 150 km alors qu'ils auraient pu utiliser des roches plus proches. Néanmoins, l'avènement du numérique et son application à l'archéologie ont permis de mieux comprendre la découverte des têtes Memech au sein de leur civilisation. Bien que l'ère numérique et l'intelligence artificielle aient rendu certaines découvertes invisibles aux yeux avertis des archéologues au fil des ans, cela n'a pas suffi à percer le mystère des têtes de Mimé. Mais dans quelle mesure l'introduction de l'intelligence artificielle a-t-elle influencé la connaissance populaire de ces têtes? Numérisation par IA des têtes de robots et de la civilisation. En 2021, des chercheurs ont utilisé la technologie de télédétection LiDAR pour réexaminer des zones liées à la découverte de plusieurs têtes de Mimech. Au cours de cette étude, Teishi Inomata, archéologue japonais de l'Université d'Arizona, a identifié à San Lorenzo un complexe cérémoniel rectangulaire en terre jusqu'alors inconnu. La structure mesurait environ 0 mètre de long et 275 mètres de large. Compte tenu des ressources limitées disponibles à l'époque Olmé, la construction d'un espace de cette envergure aurait nécessité une planification minutieuse et un effort soutenu, ce qui laisse supposer qu'il remplissait plusieurs fonctions. Inamata a suggéré que la zone servait probablement de grande place publique où des groupes importants se rassemblaient pour des cérémonies, peut-être des rituels ou des événements liés à des pratiques religieuses. Avant l'avènement du LiDAR, les archéologues mésoaméricains n'avaient aucun moyen pratique de détecter les grands espaces cérémoniels dissimulés sous une végétation dense. La force du LiDAR réside dans sa capacité à fournir une vue aérienne claire du paysage et des modifications humaines qui s'y sont opérées, qu'elles soient anciennes ou modernes. Grâce à l'utilisation d'impulsions lumineuses pour traverser le couvert forestier, cette technologie permet de révéler des bâtiments des routes, des systèmes agricoles et des ouvrages de régulation de l'eau invisible depuis le sol. Si ces découvertes ont permis de mieux comprendre les paysages entourant les têtes mécaniques, elles n'ont pas pour autant résolu les questions plus fondamentales qui entourent ces imposants monuments de 20 tonnes. De nombreuses incertitudes demeurent. Il n'existe aucun document historique direct permettant de définir clairement qui étaient ces thèmes, et les têtes colossales n'ont fait qu'intensifier le débat sur leurs origines. Ce nom fut ensuite utilisé par les Aztèques et les Mayas, et se traduit approximativement par « peuple du caoutchouc » en référence au rôle de la région dans la production de caoutchouc. Cette étiquette, cependant, n'explique pas l'apparence si particulière des sculptures, ce qui alimente les débats quant à leur origine culturelle. Lors de la découverte de la première tête, José María Melgar y Serrano remarqua des traits tels que des lèvres charnues, un nez aplati et des yeux légèrement croisés, et mit l'hypothèse d'une ressemblance avec des populations africaines, suggérant plus précisément l'Éthiopie. Au fil du temps, d'autres chercheurs proposèrent des origines totalement différentes fondées uniquement sur l'interprétation visuelle, allant de la Polynésie et de l'Asie à d'hypothétiques civilisations transocéaniques. Ces théories ont mis en lumière une limite centrale de l'archéologie primitive. Les chercheurs pouvaient décrire leurs observations, mais faute de documents écrits comparables ou d'outils performants, leurs conclusions reposaient davantage sur des suppositions que sur des preuves. Cette limitation a conduit à l'application directe des techniques d'imagerie moderne aux têtes elles-mêmes.
En raison de leur taille et de leur poids immense, le déplacement ou le repositionnement des sculptures n'était pas envisageable. Les chercheurs se sont donc tournés vers des systèmes d'imagerie tridimensionnelle capables de scanner chaque monument de haut en bas et de générer des modèles numériques suffisamment précis pour l'analyse informatique. Ces modèles ont permis de saisir des détails de surface invisibles à l'œil nu, notamment des courbes subtiles, de légères gravures et des motifs évoquant des systèmes calendaires associés plus tard aux Mayas. La numérisation a révolutionné l'étude de ces têtes. Une fois modélisées en 3 dimensions, les chercheurs pouvaient instantanément les faire pivoter, les mesurer et les comparer sans contact physique. Grâce à la numérisation par lumière structurée et à la cartographie laser, les archéologues ont identifié des caractéristiques allant au-delà des traits faciaux et des coiffures ressemblant à des casques habituellement évoqués. Parmi ces découvertes figuraient de petits trous délibérément creusés dans le basalte, peut-être destinés à représenter des taches de rousseur ou d'autres marques symboliques. Malgré ces découvertes, l'interprétation restait prudente. Les chercheurs ne pouvaient déterminer avec certitude la signification de ces trous ni comment ils avaient été creusés avec une telle précision. En 2025, une nouvelle phase d'analyse a débuté lorsqu'un groupe de recherche anonyme a intégré des données tridimensionnelles supplémentaires à un logiciel DA avancé. L'algorithme a détecté des alignements géométriques récurrents, des proportions et des symétries faciales communes à toutes les têtes de robots connus, révélant une cohérence mathématique suggérant une conception délibérée plutôt qu'une variation aléatoire. Ces niveaux d'optimisation ont permis à l'algorithme d'identifier des proportions faciales qui correspondaient étroitement aux rapports harmoniques observés plus tard dans d'autres civilisations. Les mesures effectuées correspondaient aux principes de la sculpture grecque antique tels que le canon Politos et le Parthénon, ainsi qu'aux relations mathématiques liées à la théorie musicale pythagoricienne. L'IA est déterminé que les rapports spatiaux entre les yeux, le nez, la bouche et l'arrière aplati de la tête restaient constants sur l'ensemble des 17 têtes de Mesha connues, malgré les différences de taille et de poids, de style de sculpture et de niveau de dommage. Bien que l'algorithme ait révélé de fortes corrélations, certains archéologues estimaient que d'autres similarités pouvaient avoir été négligées. Malgré cela, contester les résultats s'avérait difficile, compte tenu de la capacité du modèle à traiter et comparer d'énormes quantités de données beaucoup plus rapidement que n'importe quel observateur humain. Après plusieurs semaines de tests et d'améliorations répétées durant lesquelles les modèles tridimensionnels ont été constamment réanalysés, l'IA a décelé une variation subtile mais significative entre les têtes. Ce changement a marqué un tournant. En combinant la modélisation tridimensionnelle aux données LIDAR, les chercheurs ont pu faire pivoter et examiner numériquement les sculptures d'une manière inédite, y compris leurs structures internes. Jusqu'alors, les comparaisons s'étaient principalement concentrées sur les proportions de surface et les caractéristiques externes. L'algorithme a ensuite identifié des motifs de microgravure répétitifs à l'intérieur du basalte, suggérant fortement l'utilisation d'outils spécifiques employés de manière constante. Une présentation divulguée de la recherche aurait montré des marques d'outils identiques sur toutes les têtes. Pour de nombreux chercheurs, cette découverte a eu des implications majeures. Elle soutenait l'idée que les thèmes ne se contentaient pas de survivre par la force ou le conflit, mais qu'il s'agissait d'une société organisée et intellectuellement motivée, capable de planification à long terme. La standardisation apparente indiquait des techniques partagées, une formation et des choix de conception délibérés plutôt que des actes artisanaux isolés. La standardisation impliquait une coordination, et la coordination impliquait une structure et une influence. Bien que l'IA n'ait pu déterminer qui avait commandé les monuments ni pourquoi ils avaient été créés, elle a clairement montré que leur construction suivait des méthodes éprouvées et transmise de génération en génération. Il ne s'agissait pas de résultats fortuits ni de succès ponctuels, mais du fruit d'une pratique répétée et d'un savoir partagé. Pourtant, cette technologie ne permettait pas d'identifier les constructeurs eux-mêmes. Ce manque de données a incité les archéologues à retourner sur le terrain, à explorer les carrières et les voies de transport, à examiner les têtes inachevées et à étudier les raisons de leur abandon. Les chercheurs ont également étudié les propriétés physiques du basalte volcanique, notamment son magnétisme et sa conductivité électrique.
afin de trouver des indices expliquant le choix des matériaux. Plutôt que de résoudre le mystère des têtes mécaniques, l'intelligence artificielle l'a reformulé. Ces outils ont apporté une clarté sans précédent sur la fabrication de ces monuments, tout en soulevant de nouvelles questions sur leur créateur et les motivations de leur création, maintenant ainsi le sujet au cœur de toutes les interrogations. Ce thème ne disposait d'aucune littérature subsistante pouvant être interprétée pour donner une théorie fonctionnelle ou opérationnelle sur ses membres ou leur culture. D'où la nécessité constante de se rendre sur les sites archéologiques de Levante et de Veracruz, au Mexique, où les thèses de Michaz ont été initialement découvertes, afin d'approfondir leur analyse et d'espérer trouver des réponses. Ainsi, les chercheurs qui ont accepté d'explorer plus avant les sites de fouilles ont fait une découverte que la technologie DALAR n'avait pas détectée lors de sa recherche aérienne en 2021. Ils ont découvert sur le site de San Lorenzo ce qu'ils pensent être la plus ancienne forme d'instrument de navigation. Il ne s'agissait pas d'une boussole classique avec fiole, aiguille aimantée et pivot, mais d'un instrument d'un tout autre genre. Un petit morceau de magnétite de quelques centimètres seulement dont l'extrémité était manifestement cassée. Pourtant, lorsqu'il est placé sur un bouchon de liège, ou simplement suspendu à une ficelle, il indique une direction d'environ 8 degrés par rapport au nord. Certains ont avancé que ce minuscule morceau de magnétite n'était qu'une relique sans valeur ajoutée, sans lien avec les civilisations étudiées, ni avec la manière dont les pierres ont été déplacées de tous pour construire les tertres et les places de San Lorenzo. Les monticules étaient principalement orientés à 8 degrés nord. Par conséquent, la magnéticité est devenue un élément essentiel des découvertes concernant cette civilisation et est considérée comme ayant joué un rôle dans le transport des pierres de basalte. La route menant aux montagnes de Tuxtla, d'où provenaient les roches, traversait toujours des jungles des montagnes et des terrains accidentés soulevant de nouvelles questions. Centurion Nibetisum aurait pu utiliser la boussole pour se repérer et transporter les pierres volcaniques de Tuxtla à San Lorenzo, bien que le mode de transport des roches soit devenu un élément essentiel des recherches menées, la question de la sexualité de ces têtes de Memech a souvent été soulevée. Étrangement, elles sont dépourvues de torse et de bas du corps. De ce fait, il est difficile de déterminer s'il s'agissait de mâles ou de femelles. Bien que certains chercheurs aient utilisé les yeux et la forme du nez comme indicateurs possibles du sexe, il est question il impose bien qui j'ai fait d'essayer de décrire avec précision les caractéristiques physiques d'un individu d'Amérique centrale ayant vécu il y a plus de 3 ans, sauf en cas de témoignage direct, de photographie ou de description littéraire. Or, quelques décennies seulement après les découvertes des Steering, un archéologue dont l'identité reste inconnue mit au jour une autre tête Olim lors d'une excursion en bateau dans les marais. La légende qui entoure cette découverte la présente comme une simple coïncidence. Il ne s'agissait pas d'une découverte mûrement réfléchie ni de fouilles archéologiques. Elle se trouvait au bon endroit au bon moment, scrutant les marais depuis sa barque, lorsqu'elle aperçut une tête gigantesque qui la fixait. Ces événements auraient mené à la redécouverte d'une autre tête Olme disparue qui fut ramenée à Veracruz. Bien que la découverte d'une autre tête de mec ne soit plus un événement majeur, celle-ci avait quelque chose de particulier. Si elle ressemblait trait pour trait aux autres par sa taille, son casque, ses lèvres épaisses, son expression inquiétante et son regard perçant, des spéculations sur sa sexualité ont émergé, soulevant des interrogations quant à la civilisation de ce royaume. S'agissait-il d'une société patriarcale où seuls les hommes régnaient et où les femmes avaient d'autres tâches? Cela expliquerait la présence de tant de sculptures à l'effigie masculine. Ou bien les archéologues se sont-ils trompés dans leur description? Cette figure présentait de grands carrés parfaitement découpés autour du casque percés de trous soigneusement creusés. D'après certains spécialistes, ces découpes sont difficiles à expliquer, mais certaines caractéristiques les distinguent. Elles ressemblent à des pièces magnétiques taillées dans des roches basaltiques de la Sierra de los Tuxtlas à Veracruz, au Mexique. Les chercheurs pensent qu'elles auraient pu servir lors de cérémonies commerciales et à la création d'amulettes magiques. Ces petites pierres cubiques percées d'un trou placé dans les coiffes
possédaient également des propriétés similaires à celles de l'ilménite. Les ilménites sont des composés magnétiques de titane et de fer qui peuvent servir de conducteurs électriques à haute température. Cette forme de construction monumentale en pierre, potentiellement conductrice d'électricité, a rendu les têtes de pierre encore plus intéressantes pour les chercheurs. Mais il y avait autre chose à propos de ces sculptures qui les rendaient spéciales. Au fil du temps, les chercheurs ont découvert que les têtes de micro semblaient avoir été délibérément vandalisées à des fins politiques ou rituelles. Mais ils n'ont jamais pu parvenir à un consensus sur un côté du débat: vandalisme et recontextualisation. Bien qu'il n'existe aucun document écrit expliquant le système politique des Mayas, certains spécialistes en archéologie comme Mark Cartwright, Ander et Mill Quatters ont suggéré que certaines des têtes colossales avaient été recréées à partir d'autres objets. Par exemple, la tête colossale sept était à l'origine un trône et présente une profonde indentation sur un côté. L'hôtel 5 du site de fouilles de Levanta a été abandonné en plein milieu d'une telle transformation pour des raisons inconnues. Cependant, le nœud du problème réside dans la raison pour laquelle certaines de ces pierres ont été déplacées de leur emplacement d'origine, où la civilisation Mi'kmaq les avait placées. Almar Key Reid, professeur associé de religion comparée au département d'études religieuses de l'Université DePaul et spécialiste des civilisations mésoaméricaines, suggère que les Olmés auraient pu déplacer délibérément ces têtes lors de leur jeu de balle, soit en signe de soutien à leur chef qui y participait, soit pour d'autres raisons rituelles. Un autre expert avance l'hypothèse que les Olmés ont déplacé les têtes sans intention malveillante, simplement pour affirmer leur domination sur un territoire donné et revendiquer de nouvelles figures politiques. Étrangement, les 4 têtes de Levanta furent créées dans un but différent. Le fortificateur à des points stratégiques de la ville et servaient de symboles de force pour protéger les portes de la cité. De manière inattendue, 3 furent découvertes à la porte nord et la dernière à la porte sud de Levanta. Cette disposition fut considérée comme délibérée et symbolique de la conscience chez cette civilisation des menaces pesant sur son pouvoir. À l'inverse, la similitude entre ces colossales sculptures en basalte est rompue par des actes de vandalisme aléatoires affectant des parties stratégiques des têtes. Face à la découverte récurrente de têtes sans torse, les archéologues ont émis l'hypothèse que les Omlex considéraient la tête comme la partie la plus essentielle du corps humain, peut-être parce qu'elle constitue le trait distinctif permettant l'identification de chaque individu. Bien que la tête et même la posture puissent être identiques, les Omsh croyaient que le visage était toujours différent. Dans cet esprit de reconnaissance et d'identité, Mark Cartwright pense que les têtes Omlex présentaient des différences car elles avaient été délibérément vandalisées par ceux qui préféraient se débarrasser de ces souverains. Pour étayer son propos, il fait remonter ces actes de vandalisme et leur enfouissement à une période antérieure à 900 avant notre ère. D'autres chercheurs soutiennent que certaines des têtes de Olm redécouvertes ont été brutalement vandalisées sur ordre d'un nouveau roi qui, cherchant à légitimer son pouvoir, refusait de reconnaître une lignée différente. Ainsi, la profanation de l'image qui consistait notamment à arracher les yeux ou parfois à ébrécher les lèvres suffisait à asseoir leur domination. Cependant, outre la possibilité d'une lutte de pouvoir politique ayant conduit à ces profanations, certaines têtes de Mech sont décrites comme ayant été délibérément vandalisées pour symboliser une disparition. Un exemple parfait en est la tête de la Kobata, la plus importante et la plus lourde, que Léa Fouin décrivait en 1995 comme le portrait d'un souverain représentant un individu défunt. Cependant, les 16 autres étaient considérés comme des souverains ayant régné sur leur territoire respectif, d'où leur figure quasi parfaite. Fait intéressant. Le Laobata fut découvert par un groupe d'étudiants qui, lors d'un exercice de fouille, se reposaient et se rendirent compte qu'ils étaient assis sur une pierre assez imposante. Ils finirent par réaliser qu'elle était trop lisse pour être un simple caillou. Étrangement, des fouilles ont permis de découvrir le Kobata dans un col de montagne près de Santiago Tucla, dans la Sierra de Tuclas, à Verarac Cruz, dans les années 1970. La tête, qui pèse au moins 40 tonnes, présente une caractéristique distinctive qui la différencie des 16 autres. Elle a été modelée de façon à ce que ses yeux soient fermés et ses lèvres déchirées
par la tristesse, certaines parties de celle-ci étant ébréchées pour symboliser sa disparition apparente du monde, tandis que les chercheurs et les archéologues continuent de présenter d'innombrables possibilités quant à l'identité réelle des thèmes et à la signification de certains de leurs portraits vandalisés. Aucune source n'est considérée comme définitive dans la délibération, d'où le débat persistant sur leur identité. Si beaucoup les ont considérés comme des souverains, des religieux, des joueurs de ball ou des protecteurs Michael D. Coe, un spécialiste mésoaméricain reconnu a émis l'hypothèse que ces têtes mécaniques pourraient en réalité être des têtes coupées. Sa position s'appuyait sur la culture des trophées de guerre en Mésoamérique, où les déserteurs et autres criminels étaient décapités et honorés pour leurs méfaits. Il soutenait qu'il était impossible que les Olmèques encore plus anciens que les Mayas et les Aztèques ayant été la seule civilisation à s'abstenir des pratiques de décapitation précolombiennes. Il a également avancé que les têtes des Mex étaient trop sanglantes pour représenter leur chef. Par conséquent, il ne pouvait s'agir que de victimes décapitées ayant offensé le pouvoir en place. Mais pourquoi se donner la peine de réaliser des sculptures colossales et des monuments massifs à la mémoire de ses ennemis? Cependant, Michael D. Coe n'était pas le seul à partager cette idée. Matthew Stirling la soutenait. Ce dernier pensait que les têtes n'étaient pas destinées à être vues ou semblaient avoir été pressées contre un mur ou un talus, ce qui expliquait l'aspect aplati de l'arrière de la tête. Quelques années plus tard, Michael Porter décrivit ces têtes comme de possibles trophées sacrifiés à la fin d'un match de baseball, le vainqueur les emportant chez lui. La part de l'intelligence artificielle suffira-t-il à mettre fin aux spéculations sur l'existence de thèmes, l'héritage et l'influence des civilisations mécaniques? Bien que les historiens ne sachent presque rien de la civilisation mécanique, son influence est indéniable, notamment sur les Mayas et les Aztèques. Les Mésoaméricains, et notamment les Mayas, étaient connus pour construire des structures colossales et des créations monumentales, et on leur attribuait l'un des calendriers les plus complexes au monde, ce qui leur a valu le respect au fil du temps. Cependant, des découvertes récentes ont réorienté l'attribution de ces exploits vers les civilisations, Memic les désignant comme les fondatrices des découvertes mésoaméricaines les plus importantes. Leur influence s'étend bien au-delà de la côte du golfe du Mexique. Pendant des décennies, le symbole religieux mi-homme, mi-félin a également été attribué à la civilisation maya, reflétant la divination et le culte d'une puissance supérieure. Toutefois, des découvertes récentes ont relancé les débats sur la véritable origine du motif du jaguar. Ce motif, communément appelé jaguar de guerre, était un motif mec, caractérisé par des yeux en amande, une gueule ouverte et tombante, et un crâne fendu. Il a toujours été considéré comme une divinité, mais la civilisation mec décrivait la création de cette divinité comme une possible conséquence de la fusion entre un homme et un félin. Cependant, en héritant de cette culture, les Mayas ont utilisé le motif du jaguar comme symbole des dirigeants des forces cosmiques, des chamans, des clercs et même des forces cosmiques au-delà de la compréhension humaine, signalant une influence directe de la civilisation Olme. Malgré l'influence considérable des cultures mécanistes sur les Mayas et les Aztèques, l'élément culturel le plus marquant de la culture mécaniste demeure la présence de têtes colossales. Ces têtes gigantesques ainsi que leur place et tertre ont servi de référence architecturale dans des bâtiments modernes, bien au-delà des frontières de l'Amérique centrale et jusque dans des espaces publics européens, comme les célèbres ronds-points de Madrid, où des motifs inspirés des têtes mécanistes se mêlent à d'autres styles artistiques tels que le baroque. Cependant, des sculpteurs centra-américains contemporains ont créé de nouvelles sculptures imitant à la perfection des têtes de robots, offrant ainsi une représentation féminine consensuelle d'une déesse protectrice de la Terre. Le créateur Pedro Reyes a choisi de ne pas faire appel à des artisans masculins pour la réalisation de cette statue colossale. Il a plutôt constitué une équipe d'artisanes capables de travailler la pierre volcanique pour créer une image saisissante d'une dirigeante imposante aussi intimidante que les têtes de robots, et l'a nommée Tali. Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant d'autres histoires captivantes dans les vidéos qui s'affichent à l'écran.